Et si la mort du parrain n'avait pas sonné le glas d'un empire, mais avait été l'étincelle qui en a engendré un nouveau? En mars 1980, un simple coup de feu à Philadelphie a fait voler en éclats le trône de la mafia et déclenché une guerre sans précédent. Là où régnaient les gangsters, les motards ont ri, les alliances se sont brisées et le sang a redéfini les règles du jeu. Des ruelles sombres de Philadelphie aux néons de Montréal et de Los Angeles, voici l'histoire de la rébellion et de son organisation. La chute du parrain, le coup qui a changé Philadelphie. Le 21 mars 1980, le calme de Passyunk avenue à Philadelphie fut brutalement interrompu par un coup de feu qui bouleversa des décennies d'ordre mafieux. Dans sa voiture, Angelo Bruno, le Gentle Don, qui régnait avec une diplomatie sereine, s'affaissa, inanimé, contre la portière passager. Du sang coula le long de la poignée chromée de sa Buick, et avec lui, un empire commença à s'effondrer. Pendant plus de 20 ans, Bruno avait été l'un des rares parrains à préférer la conversation au cadavre. Il pensait que la stabilité était synonyme de profit et que la violence ne faisait que faire les gros titres. Mais sous son ton posé et son sourire vieillissant, le ressentiment couvait déjà. De jeunes capots, impatients et avides, murmuraient que ces méthodes à l'ancienne les maintenaient dans la misère. Ils voulaient inonder la ville de cocaïne et d'héroïne. Bruno s'y refusait. Ce soir-là, le tireur n'a pas seulement tué un homme, il a dégoupillé une grenade qui allait ravager tous les quartiers de South Philly à Atlantic City. L'information officielle est arrivée rapidement. La guerre des gangs était déclarée. Le bras droit de Bruno, Philippe Chickenman Testa, a pris le pouvoir, mais son règne n'a duré qu'1 an. Une bombe artisanale placée sous le porche de sa maison l'a fait exploser, signe que l'ancien ordre était révolu. C'est dans ce chaos qu'est apparu Nicodemo Little Nicky, Scarfo, un ouragan de paranoïa et de brutalité d'1,63 m, persuadé que la peur était synonyme de pouvoir. Le premier acte de Scarfo en tant que chef fut simple: taxer tout le monde. Chaque bookmaker, trafiquant de drogue et receleur opérant à Philadelphie devait payer, mais l'ambition rend aveugle. Les collecteurs de Scarfo ont joué avec le feu en tentant d'extorquer de l'argent au club de motards des Pagans, exigeant un droit d'exercer. Pour des hommes comme Scarfo, les motards étaient des voyous indisciplinés, grossiers et jetables. Mais les Pagans n'étaient pas des punks à moto. C'était une machine paramilitaire avec une hiérarchie, des vétérans de guerre qui prospéraient grâce à la rébellion. Lorsque les hommes de Scarfo ont formulé leur demande, la salle a retenti de rire, et non de peur. Ce rire résonna dans les bas-fonds de Philadelphie. Pour la première fois, la mafia italienne avait trouvé un ennemi qui ne s'inclinait pas. Lorsque les hommes de main de Scarfo revinrent bredouilles et humiliés, les Siciliens ne comprirent pas encore la portée de la chose. Dans leur monde, la violence était synonyme de pouvoir. Dans celui des motards, la violence était l'expression de leur identité. Les deux camps allaient que bientôt découvrir cette différence à leurs dépens. Les Pagans ne se contentaient pas de refuser le tribut. Ils proclamaient leur indépendance. Ils ne se considéraient pas comme des locataires sur le territoire de la mafia. Ils voyaient en la mafia un obstacle à leur expansion. En quelques semaines, les coins tranquilles devinrent hostiles. Les bars autrefois tenus par des barman liés à la mafia se retrouvèrent ornés d'écussons païens accrochés aux tabourets. Les machines à sous illégales furent détruites, les points de vente de drogue repeints aux couleurs de la mafia. Le message des motards était clair. Philadelphie n'était plus une ville où régnait une seule famille. Pour chaque mafieux ayant grandi dans le respect de l'omerta et de la hiérarchie, il y avait désormais un motard pour qui la loyauté devait aller aux frères et non au chef. L'ordre établi avait changé et Scarfo, malgré sa rage et ses règles strictes, ne savait pas comment mener une guerre contre des hommes qui ne reconnaissaient pas son pouvoir.
La riposte des païens. Quand la peur a ri au nez de la mafia avril 1982. Philadelphie vivait dans un climat de paranoïa. Le petit Nicky Scarfo avait transformé le paisible empire de Bruno en une dictature de la terreur. Chaque usurier, chaque bookmaker, chaque petit malfrat payait pour avoir le droit de respirer. Sa parole était parole d'évangile, sa rage légendaire. Mais un après-midi, ces hommes commirent l'erreur qui allait redéfinir les frontières du crime organisé en Amérique. Ils se sont présentés au repère du club de motards pagans, exigeant un tribut. Ils s'attendaient à l'obéissance. Ils n'ont récolté que des rires. Les motards ne se sont pas contentés de refuser, ils ont ridiculisé la mafia. L'un des pagans aurait même demandé au collecteur de Scarfo s'il avait apporté un carnet de reçus. Un autre a ouvert une bière et a porté un toast à l'absurdité de la situation. Le collecteur est reparti humilié, vivant uniquement parce que les motards le trouvaient trop ridicule pour le tuer. Ce jour-là, l'autorité de la mafia a été mise à mal par le rire, et ce rire allait coûter des vies. Les pagans n'étaient pas une bande de motards ivres. Fondés dans le Maryland en 1959, ils figuraient parmi les 4 plus grands clubs de motards, hors la loi américains, aux côtés des Hells Angels, des Outlaws et des Bandidos. Leur structure était paramilitaire, avec des sergents, un président national et des officiers régionaux. Nombre de leurs membres étaient des vétérans du Vietnam qui avaient connu la guerre, maîtrisant les tactiques d'embuscade, la discipline radio et la logistique de la violence. La peur n'était pas un langage qu'ils connaissaient. Lorsque les hommes de Scarfo revinrent, ils s'attendaient à l'autorisation de riposter. Au lieu de cela, Scarfo hésita. Cette hésitation fut son premier signe de faiblesse publique. Pendant des décennies, la mafia avait régné sur Philadelphie comme une monarchie. Mais ce nouvel ennemi ne vivait pas selon les codes siciliens. Il n'était lié ni par la loyauté familiale, ni par le respect des membres d'honneur. Ils étaient unis par une fraternité, par un serment de sang d'un autre genre. Lorsque Scarfo hésita, les païens y virent un signe de faiblesse. L'étincelle jaillit. Lors d'une réunion consacrée au trafic de méthamphétamine, le bras droit de Scarfo, Salvatore Chucky Merlino, percuta en voiture la moto d'un membre des pagans, blessant le motard. Pour la mafia, c'était un acte de domination. Pour les pagans, c'était une déclaration de guerre. 48 heures plus tard, la riposte fut rapide et calculée. La voiture d'un associé de Merlino fut incendiée. La maison du caporégime Salvatore Testa fut criblée de balles. Une autre fusillade visait le domicile de la mère de Merlino, une attaque psychologique qui violait toutes les règles tacites de la guerre mafieuse. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence aveugle, mais d'une stratégie. Les païens faisaient preuve d'une discipline opérationnelle remarquable, d'une riposte coordonnée que seules les forces armées ou les organisations criminelles pouvaient mener. La mafia en était terrifiée. Car, pour une fois, l'ennemi ne se cachait plus. Il riait ouvertement, osant riposter. Sang et fraternité. Comment les païens ont redéfini les rues? À l'été 1982, le paysage criminel de Philadelphie avait radicalement changé. Les pagans n'étaient plus un simple gang. Ils étaient devenus une force politique au sein du milieu, s'arrogeant une forme de souveraineté inédite. La taxe proposée par Scarfo échoua, et au lieu de céder à la pression, les motards transformèrent leur défi en une diplomatie armée. Dans les rues, le mot d'ordre était clair. On ne taxe pas les pagans. Pour les observateurs extérieurs, cela aurait pu passer pour une simple querelle de territoire. Mais pour les initiés du crime organisé, l'enjeu était idéologique. La mafia italienne avait toujours mis un point d'honneur à respecter une structure rigide, une hiérarchie stricte, des règles transmises comme un dogme et une obsession du respect. Les païens vivaient dans un chaos qui, en apparence, ressemblait à l'anarchie, mais qui n'en était rien. Leur chaos était organisé,
Leur rang, bien que turbulent, suivait une chaîne de commandement qui s'apparentait davantage à une unité paramilitaire qu'à un gang de rue. La mafia agissait dans le silence. Les païens, eux, préféraient le vacarme. Et ce bruit commença à attirer l'attention. Leurs réunions étaient massives, publiques et bruyantes. Ils traversaient les banlieues de Philadelphie en formation. Des dizaines de Harley-Davidson, chromés et cuirés, faisant étalage de leurs défis. Ce n'était pas de la simple bravade, c'était de la guerre psychologique. Chaque policier, chaque rival, chaque mafieux présent savait ce que ce bruit signifiait. Nous sommes là, et nous n'avons pas peur de vous. Scarfo, de son côté, perdait le contrôle. Son règne de terreur avait aliéné ceux-là même qui faisaient tourner son organisation. Des associés de Baran murmuraient que les motards avaient osé faire ce que personne d'autre n'avait osé faire vaciller la mafia. Ces murmures blessaient plus que des balles. Car dans le monde de la mafia, le pouvoir ne se résumait pas à la violence, il était aussi une question de perception. Et cette perception évoluait rapidement. Au sein des Pagans, cette victoire a tout changé. Leur refus de payer un tribut n'était pas qu'une question de fierté. Il s'agissait de redéfinir leur place dans la hiérarchie criminelle américaine. Auparavant, les clubs de motards étaient perçus comme des instruments imprévisibles, utiles pour exercer une pression physique, mais sacrifiables en politique. Désormais, ils avaient prouvé qu'ils pouvaient tenir tête à la mafia traditionnelle et l'emporter. Ce changement a eu un retentissement national. À Baltimore, dans le New Jersey et même dans certaines parties de l'État de New York, d'autres clubs de motards ont commencé à s'en apercevoir. Les Outlaws ont commencé à s'immiscer dans les circuits traditionnels des jeux d'argent de la mafia. Au Texas, les Bandidos ont instauré des taxes sur les opérations locales de trafic de drogue qui reversaient de l'argent aux intermédiaires italiens. Partout, le même schéma se dessinait. Les motards n'étaient plus des sous-traitants, mais des concurrents. La guerre entre les païens et la mafia n'a pas seulement remodelé Philadelphie, elle a aussi redéfini le respect. Lorsque les agents fédéraux ont compilé leur rapport sur l'empire de Scarfo plus tard dans l'année, ils ont constaté un fait inédit. Les motards étaient désormais classés comme entités criminelles organisées autonomes et non plus comme auxiliaires. Dans le jargon administratif, cela signifiait quelque chose de fondamental. Le gouvernement considérait désormais les clubs de motards comme des nations à part entière au sein de la nation. L'Alliance de Montréal, quand Vito Rizzuto a brisé le code, tandis que Philadelphie brûlait sous le poids de son orgueil, un événement extraordinaire se tramait plus au nord. À Montréal, un homme du nom de Vito Rizzuto, surnommé le Don de Téflon du Canada, bouleversait les règles qui avaient guidé des hommes comme Angelo Bruno et Scarfo. Rizzuto ne croyait pas à la domination par la peur, il croyait à la collaboration par le profit. Et dans une ville située entre l'Europe et l'Amérique, cette conviction allait faire de lui l'architecte criminel d'un nouveau monde. L'empire de Rizzuto était immense, mais fragile. Il régnait non seulement sur la mafia sicilienne à Montréal, mais aussi sur tout le milieu du crime organisé de la ville, gangs irlandais, haïtiens, d'Europe de l'Est et de motards confondus. Contrairement au règne explosif de Scarfo, le génie de Rizzuto était discret. Il avait compris que la force pouvait acheter l'obéissance, mais que l'argent achetait le silence. Et le silence, c'était le pouvoir. Au début des années 1990, alors que les rues de Montréal étaient ravagées par les guerres de gangs et les trafics de drogue, Rizzuto s'y vit une opportunité. Au lieu de combattre les motards hors la loi, il les approcha. Plus précisément, Maurice « Mom » Boucher, le redoutable chef de la section québécoise des Hells Angels. Homme qui s'était forgé une réputation de brutalité et de pouvoir absolu.
Pour les observateurs extérieurs, cette alliance semblait improbable. Un mafieux sicilien à l'ancienne s'alliant à des motards tatoués qui ne vivaient que pour le chaos. Mais Rizzuto y voyait plus que du chaos. Il y voyait une logistique, une loyauté et un potentiel d'influence. Les anges de Boucher contrôlaient les autoroutes. Leur filière de distribution s'étendait de Montréal à Miami. Rizzuto contrôlait les ports, artères du trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. Ensemble, ils pouvaient bâtir un empire bien plus vaste que ce que chacun avait pu accomplir individuellement. C'est ainsi que naquit ce que les forces de l'ordre appelleraient plus tard le consortium, un empire regroupant familles du crime organisé et réseaux de motards, unis par le profit, non par la tradition. Au départ, le système fonctionnait à merveille. La mafia fournissait aux réseaux internationaux le blanchiment d'argent via les banques siciliennes, son influence politique et l'accès aux fournisseurs. Les Hells Angels, quant à eux, apportaient leur force de frappe sur le terrain, leur intimidation et leurs effectifs. Ensemble, ils acheminaient des stupéfiants à une échelle industrielle, utilisant des camions frigorifiques, des avions cargo privés et des sociétés d'importation légales pour dissimuler les cargaisons. Les profits? Astronomiques. Les autorités estiment qu'à la fin des années 1990, près d'1 milliard de dollars de drogue transitaient chaque année par le Québec. Et il ne s'agissait pas seulement de drogue. Rizzuto commença à utiliser les Angels comme instrument de sa diplomatie. Lorsque des gangs plus petits refusaient de coopérer ou de payer leurs cotisations, ce n'étaient pas des mafieux en costume qui se présentaient, mais des motards. Bruyants, visibles, terrifiants. Pourtant, ils ne prononçaient jamais le nom de Rizzuto. Cette possibilité de nier toute implication était inestimable. En échange, Rizzuto veillait à ce que les Angels ne manquent jamais de ressources, de contacts ni de protection. Mais de telles alliances ne restent pas pacifiques éternellement. Entre 1994 et 2002, le Québec a été le théâtre de ce qui allait devenir la guerre des motards du Québec, un conflit sanglant de 8 ans entre les Hells Angels et leurs rivaux, les Rock Machines. Plus de 160 personnes ont perdu la vie. Des bombes ont ravagé les rues de la ville. Des enfants ont été pris entre deux feux. Montréal ressemblait moins à une métropole qu'à une zone de guerre. Dîner avec des démons, comment la mafia et les motards partageaient la même table. 8 octobre 2000. Montréal. À l'intérieur du restaurant Blue Martin, l'air était lourd de fumée de cigares et d'incrédulité. À une table dans un coin, 3 des hommes les plus dangereux d'Amérique du Nord étaient assis. Vito Rizzuto, chef de la mafia, sicilienne au Canada. Maurice Mom Boucher, le redoutable chef des Hells Angels. Et Frédéric Coude, fauché, commandant de la Rock Machine. Autour d'eux, leur lieutenant feignait la décontraction. Mais chaque mouvement, chaque murmure était pesé. Dehors, les fourgons de police vrombissaient, témoins d'un moment historique. Pendant des années, les rues de Montréal ont été ravagées par la guerre des motards. Attentats, fusillades et enlèvements avaient transformé des quartiers entiers en champs de bataille. Plus de 160 vies ont été perdues, dont des victimes civiles d'une guerre silencieuse pour le contrôle du trafic de drogue provincial, qui brasse des milliards de dollars. Mais ce soir devait être le dernier. Rizzuto, toujours diplomate, avait invité les deux camps à dîner. Son raisonnement était simple. La guerre ne rapporte rien, mais la paix, si. Ce dîner était surréaliste. Rizzuto, impeccablement vêtu d'un costume sombre, leva son verre de vin et porta un toast aux nouvelles ententes. Boucher et Fauché se serrèrent la main devant les caméras, esquissant même un sourire. Pour la première fois, la mafia, les anges et leurs ennemis partageaient un repas.
Ensuite, le groupe se rendit au Super Sex, le club de striptease le plus sulfureux de Montréal, où ils poursuivirent la mascarade de la réconciliation. Pendant quelques heures, on crut que la violence était enfin terminée. Mais derrière ces sourires se cachait une stratégie. Rizzuto ne cherchait pas à unir ses ennemis par pure bonté d'âme. Il protégeait son empire. La guerre avait suscité trop de tensions. Les descentes de police entraînèrent la saisie de cargaisons, le gel des avoirs et la mise sur écoute des téléphones. Chaque attentat à la bombe risquait de mettre au jour le fragile réseau de trafic de drogue qui reliait les ports de Montréal aux fournisseurs siciliens et aux cartels sud-américains. Rizzuto avait besoin de calme, non par principe, mais pour ses affaires. La trêve ne dura qu'un temps. Boucher, toujours aussi frimeur, plaisanta même avec les détectives qui surveillaient le restaurant ce soir-là. Maintenant que la paix est revenue, vous pouvez réduire votre budget de moitié. C'était de la bravade de motard classique, et les flics en rirent même, mais ils savaient bien que c'était une illusion. Dans ce monde, la paix n'était qu'un répit avant de recharger. Début 2001, le groupe Rock Machine fit défection pour rejoindre le club de motards des Bandidos, transformant le conflit en une guerre internationale qui s'étendit au Canada, à l'Europe et aux États-Unis. Le cessez-le-feu fut rompu. Les rues s'embrasèrent à nouveau. Boucher fut rapidement arrêté pour avoir commandité des assassinats contre des gardiens de prison, et la patience de Rizzuto face au chaos s'évapora. Malgré le nombre de victimes, la vision de Rizzuto a perduré. Son système, le consortium, a prouvé que la collaboration entre la mafia et les motards était non seulement possible, mais aussi lucrative. Des barons de la drogue comme Jimmy Cournoyer, un associé de Rizzuto surnommé Cosmo, ont internationalisé ce modèle. L'organisation de Cournoyer a écoulé plus d'1 milliard de dollars de marijuana et de cocaïne via les routes de transport des Hells Angels, les réseaux de blanchiment d'argent de la mafia et les filières d'approvisionnement du cartel de Sinaloa. C'était une multinationale criminelle structurée comme une entreprise du Fortune 500, alimentée par le sang. La guerre des motards du Québec, 8 années de sang et de commerce. Entre 1994 et 2002, le Québec a sombré dans le chaos. Ce qui avait commencé comme une lutte intestine pour le contrôle des routes de la méthamphétamine et des points de vente de cocaïne a dégénéré en le conflit criminel le plus meurtrier de l'histoire canadienne. La guerre des motards du Québec n'était pas qu'une simple guerre de territoire. C'était une lutte de pouvoir à grande échelle entre les Hells Angels, déterminés à monopoliser le trafic de stupéfiants montréalais, et le club rebelle Rock Machine, qui refusait de se soumettre. Mais derrière les balles et les bombes se cachaient des hommes en costume, des intermédiaires de la mafia, des financiers de la drogue et des fournisseurs internationaux qui transformaient le sang versé en profit. Les hostilités ont commencé lorsque les Hells Angels ont tenté d'évincer les petits dealers qui refusaient de payer leurs taxes de rue. La section québécoise des Angels, dirigée par Maurice Mom Boucher, exigeait 10% de toute vente de drogue sur son territoire. Le Rock Machine, plus petit mais farouchement indépendant, a refusé. Ce refus a déclenché une véritable tempête. Des bars ont explosé, des voitures ont été incendiées et les morts ont commencé à s'accumuler des deux côtés. Au cours des 2 premières années seulement, plus de 50 personnes ont été assassinées, y compris des passants innocents. Aux yeux du public, cela ressemblait à de la folie. Pour les initiés, c'était un chaos calculé. Chaque explosion avait un but. Intimidation, représailles, moyens de pression. Mais à mesure que la guerre s'intensifiait, les dommages collatéraux augmentaient, eux aussi. En août 1995, une voiture piégée, destinée à un lieutenant d'un gang de motards, tua Daniel Desrochers, un garçon de 11 ans. Cette tragédie choqua le pays
et changea la perception du crime organisé au Canada. Les rues n'étaient plus des champs de bataille du crime organisé. Elles étaient devenues des zones de guerre en plein jour. Et pourtant, malgré les balles qui sifflaient, l'argent continuait d'affluer. Les Hells Angels contrôlaient les routes d'importation depuis l'Amérique du Sud, tandis que le gang Rock Machine s'approvisionnait en amphétamine en Europe. Montréal devint un marché où se mêlaient profit et pouvoir. Des écoutes téléphoniques de la police révélèrent plus tard que la famille Rizzuto tirait profit de la situation en toute discrétion, blanchissant l'argent des motards par le biais de contrats de construction, de boîtes de nuit et de comptes offshore. Peu leur importait qui l'emportait, du moment que la drogue continuait de circuler et que les profits ne s'arrêtaient pas. Face à l'augmentation du nombre de victimes, les forces de l'ordre se sont mobilisées. Le groupe de travail Carcajou, une opération interservices impliquant les polices provinciales et fédérales, a été créé pour démanteler les réseaux de motards. Plus de 300 agents travaillaient à plein temps, infiltrant les repères, mettant les téléphones sur écoute et traquant l'argent de la drogue. Mais malgré des millions dépensés, les Angels et Rock Machine continuaient de tuer plus vite que la police ne pouvait les arrêter. Puis survint le tournant décisif. Les Angels passèrent à l'étape supérieure. Ils ne se contentaient plus de dominer, ils aspiraient à l'anéantissement. Forts de leurs ressources supérieures, ils lancèrent une campagne d'extermination totale contre la Rock Machine. En moins de 18 mois, plus de 40 membres et associés du club rival furent exécutés. En 1989, la Rock Machine était au bord de l'anéantissement. Ses dirigeants étaient morts, emprisonnés ou avaient fait défection. Ils trouvèrent refuge sous une nouvelle bannière, celle des Bandidos Motorcycle Club, l'une des 4 plus grandes organisations de motards au monde. Ce changement d'image a tout bouleversé. Un conflit local est devenu mondial. Soudain, les Hells Angels ne combattaient plus seulement un gang québécois, mais une organisation internationale implantée en Europe et aux États-Unis. La guerre est entrée dans sa phase la plus violente. Les attentats à la bombe se sont multipliés. Les fusillades en voiture sont devenues quotidiennes et les Angels ont riposté par des assassinats ciblés. Pendant tout ce temps, la mafia de Vito Rizzuto a discrètement étendu son emprise. Elle proposait une médiation lorsque les profits étaient menacés, fournissait de la cocaïne via des réseaux siciliens et s'assurait que le vainqueur lui devrait toujours un tribut. Lorsque la situation a finalement commencé à s'apaiser en 2002, on dénombrait plus de 160 morts, 130 incendies et 80 attentats à la bombe. La guerre ne prit pas fin par une trêve, mais par l'épuisement et des arrestations massives. Les raids de l'opération Printemps 2001 paralysèrent l'infrastructure des Hells Angels, emprisonnant des dizaines de membres, dont des officiers supérieurs. La machine à roquer se fractura. Montréal en sortit marqué, tant physiquement que politiquement. Le consortium. Comment Montréal est devenue la capitale du crime organisé. Au début des années 2000, les effusions de sang avaient diminué, mais pas l'argent. Des ruines de la guerre des motards du Québec a émergé un empire hybride, fruit d'un accord tacite entre tueurs et barons de la drogue, pour cesser de gaspiller des munitions et commencer à compter les profits. Les forces de l'ordre l'appelleraient plus tard le consortium, mais pour ceux qui en faisaient partie, c'était simplement le business. Au cœur de ce système se trouvaient 2 noms. Vito Rizzuto, le parrain sicilien calculateur qui avait survécu à toutes les guerres, et Maurice Maman Boucher, le chef de guerre motard qui avait transformé le chaos en stratégie. Leur modèle était révolutionnaire. Fini le racket de rue et les extorsions. Il s'agissait de criminalité organisée. Chaque groupe conservait sa structure. La mafia gérait les finances, la politique et l'approvisionnement international. Les Hells Angels contrôlèrent le territoire, la distribution et l'intimidation.
Ils ne se disputaient plus le pouvoir, ils coopéraient pour plus d'efficacité. Chaque livraison, chaque transaction, chaque versement était planifié comme une chaîne d'approvisionnement industriel. À première vue, l'équilibre semblait fragile. 2 cultures, 2 codes. L'omerta de la mafia contre la fraternité des motards. Pourtant, Rizzuto sut comment les concilier. Il traitait les motards non comme des soldats, mais comme des actionnaires. Les profits étaient à partager, sans tribut. La mafia gérait l'importation, le blanchiment et les relations diplomatiques avec les cartels sud-américains, tandis que les Angels assuraient la domination et le maintien de l'ordre sur le terrain. Chacun était rémunéré, personne n'était méprisé. L'ampleur du trafic était stupéfiante. Selon les analystes du renseignement, le consortium écoulait chaque année plus d'1 milliard de dollars de stupéfiants, principalement de la cocaïne, de l'ecstasy et du cannabis. La logistique était implacable. Des cargaisons en provenance de Colombie arrivaient au port de Montréal, dissimulées parmi les importations légales. Des entreprises de camionnage gérées par des motards distribuaient la marchandise à travers le Canada et jusqu'au nord-est des États-Unis, tandis que des courtiers financiers liés à la mafia, basés à Montréal, Toronto et même en Italie, blanchissaient l'argent. Le circuit était parfaitement rodé. La drogue entrait, l'argent sortait et le silence régnait partout. Le public n'en avait aucune idée. En apparence, Montréal prospérait, la construction battait son plein, la vie nocturne était trépidante et les politiciens souriaient aux caméras. En réalité, des contrats, des casinos et des boîtes de nuit blanchissaient des milliards. Si l'on remontait la piste d'un immeuble de luxe jusqu'à un bar de motards à Laval, on retrouvait les mêmes traces. Des sociétés écrans appartenant aux compagnes de motards et aux cousins de mafieux, dont les fonds étaient virés sur des comptes offshore au Panama, à Chypre et au Luxembourg. Pour les forces de l'ordre, c'était un cauchemar. Les vieilles méthodes, écoute téléphonique, surveillance et informateurs, étaient devenues inefficaces. Personne ne parlait, et il n'y avait plus de violence à enquêter. Les motards s'étaient tus, la mafia s'était montrée polie. Au sein du consortium, tous comprenaient une règle. La paix est plus profitable que la guerre. Pourtant, tout n'était pas rose. Derrière les profits couvait une méfiance tenace. Certains mafieux de la vieille école murmuraient que Rizzuto avait pollué la Cosa Nostra en laissant entrer des sauvages tatoués dans les instances dirigeantes. Pendant ce temps, de jeunes motards grommelaient que les Angels devenaient trop corporatifs, plus comptables que hors la loi. Mais l'argent a fini par faire taire les critiques. Le FBI, la GRC et les unités anti-mafia italiennes ont commencé à remarquer des schémas étranges dans les expéditions de drogue, dont la provenance remontait à la fois aux ports siciliens et aux entrepôts contrôlés par des motards. Lors d'une conversation téléphonique interceptée, un lieutenant du groupe Rizzuto a plaisanté. Avant, ils envoyaient des soldats. Maintenant, ils envoient des factures. C'était de l'humour noir, mais c'était la vérité. La violence était devenue une mauvaise affaire. Même les cartels mexicains s'en sont aperçus. Le cartel de Sinaloa, dirigé par Joaquín El Chapo Guzmán, a commencé à acheminer sa marchandise via les réseaux du consortium. Montréal est devenu le nouveau Miami, la porte d'entrée nord-américaine de la cocaïne sud-américaine. Les Hells Angels contrôlèrent les routes, la mafia, les banques. Le pipeline de New York, quand les motards transportèrent la fortune de la mafia, au moment où le consortium québécois imprimait des millions de billets, son influence se faisait déjà sentir jusqu'à New York. Pendant des décennies, les 5 familles de la mafia américaine avaient traité le milieu criminel canadien comme un cousin éloigné, utile, riche, mais indiscipliné. Or, voilà que ce cousin détenait désormais les clés du trafic de cocaïne.
Montréal était devenue la nouvelle plaque tournante, et la famille Bonanno, affaiblie, infiltrée et désespérée, cherchait à y revenir. Ce qu'elle ignorait, c'est que les trafiquants n'étaient pas des Siciliens en costume de soie. C'étaient des motards en jeans et blousons. Tout a commencé de façon anodine. Un certain Jimmy Cosmo, Cournoyer, un trafiquant montréalais lié à Rizzuto et aux Hells Angels, a commencé à importer du cannabis du Canada vers les États-Unis à la fin des années 1990. Son trafic s'est développé trop rapidement pour les circuits traditionnels. Cournoyer s'est alors tourné vers les motards pour le transport et vers la mafia pour sa protection. Résultat, un véritable empire financier, s'étendant du Québec à Brooklyn et alimenté par le cannabis, la cocaïne et l'ecstasy. Cournoyer n'était pas un criminel de rue comme les autres. Il portait des costumes sur mesure, conduisait des Ferrari et utilisait des entreprises technologiques légitimes comme couverture pour son réseau de trafic. Il tissait des alliances avec la rigueur d'un PDG, stratégique, opportuniste et impitoyable. Les Hells Angels géraient la logistique, utilisant des convois de camions et des compartiments cachés pour franchir la frontière à travers des réserves autochtones comme Akwesasne, où les failles juridiques paralysaient les forces de l'ordre. Une fois à New York, la famille Bonanno distribuait la marchandise via ses anciens réseaux, restaurants, boîtes de nuit et arnaques dans le secteur de la construction. C'était un système qui alliait l'efficacité des motards à l'influence de la mafia. Pour chaque cargaison arrivant en ville, chacun recevait sa part. Les anges prenaient un pourcentage pour le transport et les gros bras. Les Bonanno prenaient leur part pour la distribution locale et le blanchiment. Et Cournoyer, au centre de tout, écoulait des centaines de kilos par semaine. Les forces de l'ordre étaient désemparées. La DEA et le FBI n'arrivaient pas à identifier le véritable cerveau de l'opération. L'influence de la mafia était omniprésente dans les transactions financières, mais les véritables artisans du gros du travail étaient des motards tatoués, sillonnant les Harley-Davidson, qui géraient la logistique avec une efficacité digne d'une entreprise de transport. L'organisation était si professionnelle que certains agents l'avaient surnommée la Coca-Cola du crime. Mais cette alliance dépassait le simple cadre commercial. Elle représentait un changement de philosophie. Pour la première fois, deux mondes qui s'étaient historiquement méprisés avaient trouvé un équilibre. Les Bonanno, ébranlés par l'infiltration de Lieutenant Donnie Brasco, qui avait bouleversé leur hiérarchie, avaient besoin de renforts et de nouveaux capitaux. Les Angels, riches mais sans influence politique, recherchaient une légitimité sur le plus grand marché américain. Ensemble, ils ont comblé les lacunes de l'autre. Une réunion en 2009 l'a parfaitement résumé. Un lieutenant de la famille Bonanno aurait déclaré à un agent de liaison motard « Vous roulez bruyamment. Nous, on agit discrètement. Du coup, personne n'a une vision d'ensemble. » Ce n'était pas de la simple bravade, c'était la vérité. Le chaos des motards masquait l'emprise de la mafia et la respectabilité de cette dernière dissimulait l'agressivité des motards. Pourtant, des fissures existaient. La vieille garde de la Cosa Nostra ne pouvait se résoudre à partager les profits avec des étrangers tatoués. Des rumeurs circulaient selon lesquelles certains capots de Bonanno voulaient remettre les Angels à leur place. Mais lorsque l'un d'eux envoya des hommes faire passer un message dans un bar de motards de Long Island, l'opération tourna au fiasco. 3 membres de la mafia entrèrent en proférant des menaces et en ressortirent ensanglantés, leurs costumes déchirés, leur fierté bafouée. Ce fut la nuit où la mafia comprit que l'intimidation physique n'avait plus d'effet sur des hommes qui avaient appris la guerre outre-mer et la vivaient au quotidien dans la rue. En 2012, le réseau avait atteint son apogée. Celui de Cournoyer s'étendait du cartel de Sinaloa au Mexique jusqu'à la côte est des États-Unis, en passant par le Canada, et générait plus d'1 milliard de dollars de recettes grâce à la vente de drogue. Il s'agissait en réalité
d'une fusion entre la mafia, les motards et les cartels, une multinationale du crime organisé. Les guerres de la côte ouest, Mongols, mafia et le lien mexicain, tandis que Montréal et New York maîtrisaient l'art de la coopération, Los Angeles connaissait l'inverse, un retour à la guerre ouverte. La côte ouest avait toujours été différente. Ici, aucune vieille lignée sicilienne ne tirait les ficelles. La famille criminelle de Los Angeles, jadis puissante sous Jack Dragna, puis sous l'influence du turbulent Mickey Cohen, n'était plus que l'ombre d'elle-même dans les années 1980. Il ne restait plus qu'une poignée de vieux parrains, des petits trafics et des relations tendues avec les gangs de prison et les motards hors la loi qui, depuis longtemps, n'obéissaient plus à personne. Voici les Mongol Motorcycle Club, une force née du rejet. Fondée en 1969 par des vétérans hispaniques du Vietnam, refusés aux Hells Angels en raison de leur couleur de peau, les Mongols étaient le fruit de deux mondes, la rigueur militaire et la survie dans les rues d'East Los Angeles. Leur expansion fut fulgurante, leur territoire s'étendant de la vallée de San Gabriel à Las Vegas, grâce au trafic de drogue, d'armes et de voitures volées. Leur discipline et leur loyauté les rendaient aussi dangereux que n'importe quelle mafia. Dans les années 1980, ils ne se contentaient plus de survivre, ils dominaient. Les Angels avaient été chassés du sud de la Californie. Les Mongols y régnaient en maîtres. Mais leur ascension fulgurante les a mis face à deux ennemis redoutables, la mafia mexicaine, la M, et les vestiges du crime organisé italo-américain qui tentaient de se maintenir au pouvoir. Au début, leurs relations se limitaient à des affaires communes, au partage des profits et à des trêves occasionnelles. Les Mongols fournissaient la force de frappe et le transport au réseau de la M, acheminant méthamphétamine et héroïne via les motards et les prisons. Les Italiens proposaient le blanchiment d'argent et des contacts avec les casinos de Las Vegas. Chacun y trouvait son compte. Puis, en 2004, l'équilibre fut rompu. Les chefs de la mafia mexicaine en prison exigèrent un tribut prélevé sur l'argent que les Mongols prétendaient leur être dû pour leurs activités sur des territoires contrôlés par des gangs hispaniques alliés à la M. Il ne s'agissait pas d'une négociation, mais d'un ordre. La réponse des Mongols: non. Le message reçu était encore plus clair: payer ou mourir. Mais contrairement aux gangs de rue, les Mongols n'étaient pas du genre à se laisser intimider. Nombre de leurs membres étaient des vétérans entraînés au combat tactique. Lorsque le premier feu vert de la M autorisant les assassinats de membres des Mongols arriva, les motards s'armèrent. En quelques jours, des fusillades éclatèrent dans tout l'est de Los Angeles. Bars, garages et salons de tatouage devinrent des lieux d'embuscade. Ce qui avait commencé comme une extorsion se transforma en une lutte pour la survie. Dans le même temps, la mafia italienne, jadis médiatrice de ces conflits, était impuissante. La famille de Los Angeles, dirigée par Peter Milano, manquait d'effectifs et de force. Elle ne pouvait plus imposer la paix. L'ancien système des discussions tranquilles dans les restaurants avait disparu. À sa place, courses-poursuites, fusillades au volant et règlements de comptes perpétrés par des hommes qui ressemblaient davantage à des soldats qu'à des gangsters. La violence s'intensifia à tel point que même la DEA et le FBI s'en intéressèrent. Lors d'un incident notoire survenu en 2006, un commando des Mongols tendit une embuscade à un associé de la mafia mexicaine devant un centre commercial à Ontario, en Californie, et l'abattit en plein jour. Les images de vidéosurveillance montrèrent une manœuvre de contournement d'une précision militaire, des tirs de couverture et une retraite sans incident. Pour les agents fédéraux, cela ressemblait à un exercice militaire. Finalement, les deux camps comprirent la même chose que Rizzuto des années auparavant. La guerre tue les profits.
En 2008, une trêve fragile fut instaurée. Les Mongols resteraient indépendants, mais accepteraient de coordonner les itinéraires de la drogue via des fournisseurs mexicains. En échange, l'AM renonça aux exécutions. Les Italiens, quant à eux, furent complètement mis à l'écart. Pour la première fois dans l'histoire de Los Angeles, le crime organisé était devenu bilingue et vêtu de cuir. Lignée de rébellion, la nouvelle génération québécoise déclare la guerre. 20 ans après la fin de la guerre des motards au Québec, les rues de Montréal étaient trop calmes. Les anciens rois du crime organisé avaient pris leur retraite ou s'étaient adaptés, troquant leurs pistolets contre des portefeuilles d'affaires. Les Hells Angels régnaient en maître, le cuir remplacé par le lin, la violence externalisée. La mafia Rizzuto s'était reconstruite après la mort de Vito, recollant les morceaux des anciens réseaux et rétablissant une paix fragile. Pour la première fois en 50 ans, le monde criminel québécois semblait stable. Puis, en 2023, un nouveau nom fit son apparition dans les rapports de police et les gros titres, la mafia de la famille sanglante. Il n'était ni sicilien, ni irlandais, ni motard. Ils étaient autre chose, une organisation de rue hybride, née du chaos laissé par l'ancienne garde. Leur chef, David Pic Turmel, n'avait que 27 ans, mais sa réputation se répandit plus vite que celle de n'importe quel vétéran. Il ne s'habillait pas comme un gangster et ne roulait pas comme un motard. Il vivait en ligne, étalait sa richesse sur les réseaux sociaux et commandait une armée de jeunes hommes élevés dans la violence. Son message à l'ancien ordre était sans équivoque. Votre temps est révolu. Pendant des années, les petits gangs avaient versé une taxe de 10% aux Hells Angels pour avoir le droit de vendre de la drogue au Québec. C'était un système efficace. Pas de guerre, pas de chaos, juste du commerce bien organisé. Turmel et sa Blood Family décidèrent d'en finir avec ce système. Leur rébellion n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question d'humiliation. Ils commencèrent à cibler les propriétés des Angels, à incendier des voitures et à filmer des scènes de torture de trafiquants rivaux qui avaient osé quitter leur réseau. Les images, grotesques et virales, étaient impossibles à ignorer. Diffusées sur des canaux cryptés et les réseaux sociaux, elles ébranlèrent profondément l'écosystème criminel. Au début, les Hells Angels ont tenté de minimiser la menace. Les anciens se moquaient de la Blood Family, les traitant de gamins qui jouent aux gangsters. Mais lorsque les corps ont commencé à être retrouvés démembrés, brûlés et les images diffusées en direct, les rires ont cessé. En moins de 6 mois, plus d'une douzaine de meurtres ont été attribués à ce nouveau groupe. Ils ne se cachaient pas dans des repères ou des ruelles sombres. Ils agissaient en plein jour, conduisaient des voitures de luxe et pratiquaient la violence comme un art. Les forces de l'ordre ont assisté, incrédules, à l'effondrement de l'ordre criminel québécois. La mafia de la famille du sang ne respectait aucune tradition. Elle ne négociait pas de trêve et ne reconnaissait aucun territoire. Elle kidnappait, torturait et exécutait sans avertissement. Des écoutes téléphoniques de la police ont permis de capter les murmures de trafiquants terrifiés, selon lesquels la nouvelle génération était plus cartel que canadienne. Fin 2023, le conflit atteignit son paroxysme. La Blood Family cessa purement et simplement de payer la cotisation des Hells Angels, un acte de guerre ouvert. Pourtant, la réaction fut inattendue. Les Hells Angels, jadis tristement célèbres pour leurs violentes représailles, hésitèrent. Leurs dirigeants, des hommes aux cheveux grisonnants, âgés de 50 à 60 ans, ne se précipitèrent pas pour riposter. Ils étaient devenus des hommes d'affaires et non plus des poseurs de bombes. Un criminologue résuma plus tard parfaitement la situation. Ils sont trop vieux pour faire la guerre et trop riches pour mourir. Alors, fait sans précédent, ils ont négocié.
Des sources policières provinciales ont confirmé par la suite que des représentants des Angels avaient rencontré discrètement des intermédiaires de la Blood Family pour discuter d'un cessez-le-feu. Une telle rencontre aurait été impensable 20 ans plus tôt. Des motards chevronnés, jadis symbole de terreur, assis en face de jeunes tatoués d'une vingtaine d'années qui avaient filmé des scènes de torture pour faire le buzz. Et voici le véritable rebondissement. Les Angels se seraient d'abord adressés à la police. Selon la criminologue Maria Mourani, des sources lui ont confié que les motards imploraient son intervention. « Faites quelque chose, sinon nous serons obligés d'agir. » Pour la première fois dans l'histoire moderne, les maîtres de la terreur demandaient l'aide des forces de l'ordre. En février 2024, la police a frappé la première. Une vaste opération menée à travers le Québec a permis l'arrestation de 21 membres de la mafia de la famille du sang. Les accusations allaient du trafic de stupéfiants au meurtre, en passant par la torture. Mais même derrière les barreaux, leur message persistait. L'ancien système s'était effondré. La nouvelle génération avait démontré que la violence n'était plus une question de hiérarchie, mais de spectacle. Les hors-la-loi numériques, l'avènement de l'ère des cartels numériques. En 2024, le crime organisé n'était plus défini par les rues et les frontières, mais par les serveurs. La nouvelle génération n'avait plus besoin de se réunir dans des bars lugubres, ni d'échanger des enveloppes sous les tables. Elle transférait son argent via des portefeuilles de crypto-monnaies, communiquait sur des réseaux cryptés et blanchissait des milliards grâce à des façades numériques légitimes. Les chaussures en cuir de la mafia et les bottes en acier des motards avaient laissé place à quelque chose de bien plus insaisissable. Des traces numériques. Cette évolution ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a commencé par l'adaptation des anciennes alliances pour survivre à la modernisation des forces de l'ordre. La famille Rizzuto et les Hells Angels, maîtres incontestés de la logistique traditionnelle, ont compris que le numérique pouvait leur offrir ce que la violence ne pouvait leur apporter, l'invisibilité. Les applications de messagerie cryptées comme Signal, Wire et Threema sont devenues leurs nouveaux repères. Les fermes de serveurs offshore au Luxembourg et dans les Caraïbes ont remplacé les planques. Au lieu de blanchir l'argent dans les bars ou les casinos, ils l'ont fait transiter par les marchés. NFT, les plateformes d'échange de crypto-monnaies et des sociétés écrans enregistrées sous des identités générées par l'IA. L'un des premiers à maîtriser cette transformation numérique fut un jeune associé de Rizzuto, nommé Marco Flux Di Stefano. À peine âgé de 30 ans, expert en programmation blockchain et maîtrisant aussi bien les dialectes siciliens que le langage Python, il transforma un réseau local de trafic de drogue en un empire numérique décentralisé. Sous son impulsion, la mafia et les motards commencèrent à investir leur fortune dans des portefeuilles de crypto-monnaies, transférant des millions de dollars en quelques secondes, sans jamais manipuler de billets physiques. Les motards étaient ravis. Pendant des décennies, leur point faible avait été la paperasserie. Désormais, il n'y en avait plus. Chaque cargaison de drogue transitant par un itinéraire des Hells Angels était enregistrée de manière cryptée, les profits instantanément, répartis entre des dizaines de comptes anonymes. La police pouvait saisir camions, motos et planques, mais pas des suites de chiffres dissimulés derrière un cryptage 256 bits. Et ce n'est pas tout. Le recrutement a lui aussi évolué. Les clubs de motards ne se fiaient plus uniquement aux initiations dans la rue. De jeunes prospects du numérique les rejoignaient non pas pour leurs compétences en combat, mais pour leur expertise en piratage informatique, en cybersécurité et en ingénierie sociale. Une nouvelle génération de hors-la-loi a émergé. Des hommes et des femmes capables de rouler à moto le jour et de gérer des marchés sur le darknet la nuit. Le gilet traditionnel du motard côtoie désormais ordinateurs portables, drones et téléphones cryptés.
Pendant ce temps, les forces de l'ordre peinaient à suivre le rythme. Les enquêteurs traditionnels, qui traquaient autrefois les routes de la drogue, étaient désormais contraints de déchiffrer les registres de crypto-monnaies. Le projet Nobility de la GRC, lancé en 2023, a mis au jour un réseau complexe reliant des filières d'approvisionnement gérées par des motards, des bailleurs de fonds italiens et des portefeuilles de crypto-monnaies offshore liés à des investissements immobiliers à Dubaï. Cette découverte a confirmé ce que la plupart des détectives soupçonnaient seulement. Le crime organisé s'était mondialisé et digitalisé. La mafia Blood Family, ces prédateurs urbains des temps modernes, a immédiatement adopté ce changement. Ils utilisaient des bots Telegram pour coordonner les enlèvements, des distributeurs automatiques de Bitcoin pour transférer les rançons et des vidéos truquées pour menacer anonymement leurs rivaux. Pour eux, la violence n'était qu'un prétexte. La véritable arme résidait dans la maîtrise du discours et de l'argent. Opération Printemps revisitée. Quand la loi combattait les ombres. Au milieu de l'année 2025, les forces de Sowetanza, l'ordre canadienne et américaine, ne poursuivaient plus des gangsters, mais des fantômes. Les méthodes traditionnelles qui avaient autrefois mis à mal les écoutes téléphoniques, les micros cachés et les opérations d'infiltration des organisations criminelles étaient désormais dépassées d'une décennie par le camouflage numérique de la nouvelle génération. Ces organisations avaient évolué en réseaux transfrontaliers, alimentés par des communications cryptées, des services bancaires offshore et le blanchiment d'argent en crypto-monnaie. Mais l'histoire, semblait-il, avait une cruelle tendance à se répéter. Alors, la police a tenté une approche familière, mais à plus grande échelle. Elle l'a baptisée Opération Printemps, revisitée. Le nom était délibéré. Il faisait écho à l'opération Printemps 2001, la légendaire opération qui avait paralysé les Hells Angels au plus fort de la guerre des motards, au Québec. À l'époque, plus d'une centaine de motards et d'associés de la mafia avaient été arrêtés lors de raids à l'aube, leurs empires brièvement réduits au silence. Mais 20 ans plus tard, le champ de bataille avait changé. Plus de repères visibles, plus de registres papier, plus de cabines téléphoniques interceptées. Le nouvel ennemi se cachait derrière des pseudonymes et des comptes offshore. Le plan était sans précédent. Une coalition d'agences, la GRC, la DEA, le FBI, Europol et la division de lutte contre la cybercriminalité d'Interpol, a formé une seule et même unité d'enquête. Il ne s'agissait pas seulement de traquer des individus, mais aussi des écosystèmes de données. Leur cible ? Le Dark Consortium, une alliance secrète reliant des membres de la famille Rizzuto, des courtiers européens de la 'Ndrangheta et plusieurs sections des Hells Angels. Cette alliance utilisait des applications cryptées et des services de mixage de crypto-monnaies pour dissimuler des milliards de dollars. Provenant du trafic de stupéfiants, la première avancée majeure est survenue dans un lieu inattendu, Dubaï. Les services de renseignement ont signalé des transferts de crypto-monnaies suspects liés à une société de logistique canadienne fictive, propriétaire de 5 avions cargo. Le suivi de ces transferts a mené les enquêteurs au Panama, où une société écran appartenant à un gang de motards faisait transiter des honoraires de conseil par un fonds d'investissement de Dubaï. Le nom figurant sur les documents ne signifiait rien, mais la signature, elle, était révélatrice. Elle correspondait à celle d'un homme que l'on croyait retraité depuis longtemps. Un ancien membre des Hells Angels, connu sous le seul nom de Rico Marron, autrefois impliqué dans les opérations de blanchiment d'argent de Vito Rizzuto. Pour démanteler cette nouvelle hydra, les autorités sont revenues aux fondamentaux. Une présence physique sur le terrain. La surveillance des entreprises propres a commencé à révéler des schémas. Les sociétés de transport routier gérées par des motards ne transportaient plus de drogue. Elles acheminaient des disques durs, des serveurs et des équipements de minage de crypto-monnaies dissimulés sous forme de matériel industriel.
Les marges bénéficiaires étaient telles qu'elles rendaient la cocaïne presque primitive. Les rois fantômes, des chefs motards qui ont disparu pour accéder au pouvoir. Avec la numérisation des guerres mondiales, un étrange phénomène a émergé au sein du crime organisé. La disparition de la visibilité. Fini les parrains flamboyants qui étalaient argent, voitures et châteaux. À leur place a émergé une nouvelle génération de chefs discrets qui ont appris à s'effacer tout en étendant leur influence. Dans les archives de la police, on les surnommait les rois fantômes, la nouvelle génération de motards et de chefs mafieux qui géraient de vastes entreprises criminelles sans jamais se montrer. Les enquêteurs ont constaté ce changement vers 2021. Les présidents traditionnels des clubs de motards, autrefois photographiés en gilet de cuir et rutiles en chrome, étaient soudainement absents des rassemblements publics. Les photos de section ont cessé. Les fêtes ouvertes au club ont disparu. Désormais, les réunions de direction se tenaient sur des plateformes cryptées, clones de Zoom, hébergés sur des serveurs offshore. Tout, des transferts d'argent aux conflits territoriaux, passaient désormais par des intermédiaires à plusieurs niveaux, chacun permettant de dissimuler l'activité du véritable chef. L'un des exemples les plus tristement célèbres est celui de Ghost Mike, d'Arienzo, un ancien membre des Hells Angels de l'Ontario qui aurait soi-disant pris sa retraite en République dominicaine. Pendant des années, il a géré une chaîne de bars en bord de mer, parfaitement légale sur le papier et dont les revenus étaient sans intérêt. Mais une enquête d'Europol menée en 2024 a révélé que D'Arienzo gérait en réalité plus de 80 millions de dollars de transactions en crypto-monnaie pour un réseau mafieux et motard interconnectés. Ces bars n'étaient en fait que des plaques tournantes du blanchiment d'argent, échangeant des crypto-monnaies contre de l'argent liquide par l'intermédiaire de touristes et de sociétés écrans. Aucune trace, aucun document, aucune rencontre physique. Pendant ce temps, en Sicile, des écoutes téléphoniques de la police captaient les murmures d'un autre fantôme, l'Invisibile, un stratège mafieux soupçonné de coordonner la logistique entre les motards européens et les cartels sud-américains. Il n'assistait jamais aux réunions. Ses ordres parvenaient via des filtres vocaux anonymes, acheminés par un serveur en Belgique. Tous les quelques mois, un coursier recevait un mot manuscrit brûlé après en avoir lu un écho, vestige d'anciennes traditions survivant sous un nouveau déguisement numérique. Plus fascinant encore était la manière dont ces rois fantômes maintenaient leur emprise sans être physiquement présents. Dans l'ancien monde, le pouvoir se manifestait physiquement, en assistant aux funérailles, en rendant hommage et en imposant les règles par l'intimidation. Mais le nouveau monde souterrain prospérait grâce à la réputation et à la précision des données. Les ordres étaient précis, les finances irréprochables et les représailles silencieuses. Un comptable pouvait disparaître après avoir mal acheminé des fonds, mais personne ne voyait qui avait donné l'ordre. La loyauté n'était pas scellée par le sang, elle était codée. Cette évolution a rendu le travail des forces de l'ordre quasi impossible. Les écoutes téléphoniques étaient devenues obsolètes. Le traçage numérique s'est avéré inefficace. Les enquêteurs, habitués à identifier les chefs, grâce aux photos de surveillance, se retrouvaient désormais face à des suites d'adresses IP qui changeaient toutes les 6 heures. La Gendarmerie royale du Canada a admis que la moitié de ses principales cibles du crime organisé n'avaient aucune présence physique confirmée, dans aucune juridiction. Mais la transformation la plus troublante fut peut-être culturelle. L'identité hors la loi, jadis bruyante, masculine et ritualisée, était devenue clinique. Les motos, les tatouages et les codes de la fraternité étaient toujours présents, mais servaient désormais de camouflage à des organisations criminelles multinationales, gérées comme des entreprises.
Un simple ordre crypté depuis Dubaï pouvait déclencher une réaction en chaîne. Une livraison de drogue à Montréal, un blanchiment d'argent à Malte, un règlement de compte à Marseille. Les rois fantômes avaient découvert le crime parfait, celui où il n'existait pas. Et pourtant, ils continuaient de régner par la terreur. Les associés qui osaient remettre en question les ordres connaissaient souvent un sort tragique. On les retrouvait suicides, dans des chambres d'hôtel, des voitures incendiées ou tout simplement disparues. Même leurs funérailles étaient silencieuses. Ni insigne, ni couleur, ni drapeau. Juste quelques murmures sur les forums en ligne, annonçant qu'un autre fantôme avait été effacé par les siens. L'empire hybride, quand les hors-la-loi deviennent PDG. Au milieu de l'année 2025, la frontière entre le crime organisé et le monde des affaires était devenue imperceptible. Ce qui avait commencé par des alliances informelles entre bandes de motards et familles mafieuses s'était mué en un empire hybride bien plus complexe, ressemblant moins à la pègre qu'à une multinationale. Les hommes qui autrefois sillonnaient les routes à moto ou se réunissaient dans des arrière-salles enfumées portèrent désormais des costumes sur mesure, dirigeaient des sociétés d'import-export et utilisaient les salles de réunion des entreprises comme nouveaux repères. Au cœur de cette transformation se trouvait une vérité tacite. Le pouvoir avait dépassé la violence. Les armes maintenaient toujours l'ordre, mais le véritable contrôle résidait dans la logistique, les flux financiers et la légitimité numérique. Les Hells Angels, jadis synonymes de chaos, avaient investi massivement dans des entreprises légales, transport maritime, construction, sécurité privée et minage de crypto-monnaies. Leurs finances transitaient par des comptes d'entreprises impeccables et un patrimoine immobilier réparti sur 3 continents. De l'autre côté de l'océan, les vestiges de la mafia Rizzuto faisaient de même. Les Rizzuto avaient toujours été des hommes d'affaires, mais leurs activités se fondaient désormais parfaitement dans les routes commerciales légales. Leurs sociétés écrans expédiaient du café, des meubles et des fruits de mer, de véritables produits générant de véritables profits. Mais chaque conteneur transportait également des codes cryptés liés à des portefeuilles numériques et à des transactions hors registre. Les douaniers contrôlaient souvent la présence de drogue et n'en trouvaient jamais. Ce qu'ils ne découvraient jamais, c'était les données transportées en même temps que la cargaison. Clés de chiffrement, identifiants d'accès et factures fictives. Un enquêteur d'Interpol a décrit la situation comme un crime avec un code vestimentaire. Fini les tatouages de gang et les réunions dans des entrepôts. Les nouveaux chefs signaient des contrats, déclaraient leurs impôts et assistaient même à des galas de charité. Leurs avocats étaient d'anciens procureurs et leurs comptables avaient travaillé pour des entreprises figurant au classement Fortune 500. Chaque document menait à une entreprise légale. Or, chaque entreprise légale dissimulait des activités illégales. Mais l'évolution la plus fascinante fut peut-être d'ordre psychologique. Cette nouvelle génération de hors-la-loi se percevait non comme des criminels, mais comme des entrepreneurs du risque. Ils comprenaient la volatilité des marchés, l'instabilité politique et les bouleversements technologiques mieux que la plupart des PDG. Ils utilisaient des drones pour la surveillance, des modèles d'IA pour prévoir les rotations des patrouilles frontalières et de fausses identités pour la coordination transfrontalière. Un rapport de la GRC ayant fuité indiquait que certains partenariats entre motards et mafias fonctionnaient avec la discipline d'un fonds spéculatif et l'agressivité d'un cartel. Dans ce monde, les alliances ne se scellaient pas dans le sang. Elles se négociaient à l'aide de tableurs. Les chefs de gangs de motards étaient copropriétaires de compagnies maritimes avec des investisseurs mafieux. Les petits dealers devenaient des travailleurs indépendants.
Les parts de bénéfices étaient distribuées automatiquement grâce à des contrats intelligents intégrés à la blockchain. Les litiges se réglaient non pas à coups de poing, mais par des avocats spécialisés en arbitrage commercial. Cependant, cette illusion de respectabilité s'accompagnait d'une ironie dangereuse. À mesure que ces organisations s'enrichissaient et se nettoyaient, leurs hommes de main s'appauvissaient et se salissaient. La hiérarchie s'était inversée. Ceux qui régnaient autrefois par l'intimidation n'étaient plus qu'une main-d'œuvre jetable. La violence existait toujours, mais elle était externalisée et perpétrée par des indépendants ou de petits groupes satellites payés via des portefeuilles de crypto-monnaies qui s'auto-détruisaient après usage. Et pourtant, cet empire hybride demeurait inébranlable car il opérait simultanément sur deux plans, au grand jour et en sous-sol. Une entreprise de camionnage en Ontario pouvait livrer des marchandises légales le jour et faire passer clandestinement des précurseurs de fentanyl la nuit. Une start-up de cybersécurité à Vancouver pouvait aider les hôpitaux à sécuriser leurs données tout en blanchissant discrètement l'argent du cartel grâce à ses contrats de crypto-monnaie. Chaque façade alimentait la machine. Le nouvel ordre. Quand les ombres apprennent à gouverner fin 2025, ce qu'on appelait autrefois le crime organisé n'existait plus sous la même forme. Il avait évolué vers quelque chose de plus difficile à définir, un écosystème autosuffisant opérant par-delà les frontières, les lois et même les idéologies. L'image d'antan des mafieux dans des salles enfumées ou des motards sillonnant les autoroutes avait laissé place à des réunions de conseils d'administration tenues sur des réseaux cryptés, des partenariats enregistrés sous forme de sociétés à responsabilité limitée et des centres de contrôle fonctionnant sur des serveurs cloud. Ce n'était pas le chaos, mais un ordre conçu par ceux-là même qui prospéraient dans le chaos. Tout a commencé insidieusement, lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont effondrées pendant la pandémie. L'alliance entre motards et mafia a comblé le vide. Elle a assuré le transport lorsque les ports étaient paralysés, la sécurité lorsque les gouvernements ont failli et les liquidités lorsque les banques ont hésité. Dans certaines régions d'Europe de l'Est et d'Amérique centrale, ces entreprises de logistique sont devenues plus fiables que les institutions nationales. Les économistes reconnaissaient à demi-mot que, dans plusieurs zones frontalières, le crime organisé maintenait le commerce en vie. Les hors-la-loi étaient devenus indispensables. Le changement culturel fut tout aussi frappant. La culture populaire, autrefois fascinée par la glorification des gangsters, confondait désormais admiration et acceptation. Les séries en streaming présentaient les présidents de gangs de motards et les comptables de la mafia comme des visionnaires et non comme des criminels. Les influenceurs du secteur des crypto-monnaies citaient les stratégies commerciales des Hells Angels dans leurs podcasts. Le langage de la rébellion avait été monétisé, réemballé et vendu. La société avait absorbé ses propres prédateurs. En coulisses, cependant, la loi du silence, l'omerta qui régnait jadis par la peur, avait cédé la place à une force plus froide, l'intérêt mutuel. La violence n'était plus qu'un dernier recours, utilisé uniquement en cas de rupture de contrat ou d'échec du sabotage numérique. Les assassinats étaient chirurgicaux, souvent camouflés en fuite de données, overdose ou disparition dans des juridictions reculées. Les nouveaux tueurs ne laissaient pas de poudre à canon. Ils laissaient des bases de données corrompues. Les gouvernements ont tenté de riposter par des lois et des groupes de travail, mais les réseaux avaient appris à gérer leurs affaires plus rapidement que les États qui les poursuivaient. Ils fonctionnaient comme une entreprise décentralisée, avec des conseils régionaux et des systèmes de partage des profits. Un rapport d'Interpol les décrivait comme un parallèle obscur du capitalisme mondial, identique dans sa structure, différent seulement par sa légalité.
Les Hells Angels étaient nés de la rébellion d'hommes refusant toute forme d'autorité. La mafia, jadis, servait à préserver le pouvoir familial face à des institutions corrompues. Désormais, elle était devenue ce qu'elle combattait, un système de contrôle, de surveillance et de profit. La liberté s'était muée en empire. D'une certaine manière, c'était inévitable. Les vieilles guerres entre motards et mafia, les affrontements de rue à Philadelphie, les trêves fragiles à Montréal et les trahisons à Los Angeles n'ont jamais vraiment été une question de territoire. Il s'agissait d'évolution. Chaque conflit a forcé les deux camps à s'adapter, à intégrer et à survivre. Au fil des décennies, cet instinct de survie a transformé les prédateurs en administrateurs, les soldats en PDG et les hommes de main en économistes. Le monde, tel qu'il est, ne retrouvera peut-être jamais la simplicité du bien contre le mal. Car le nouvel ordre ne se cache plus dans l'ombre. Il construit les routes, finance les transports, rédige les contrats et parfois même fait appliquer la loi. Interrogé officieusement sur la possibilité de démanteler véritablement ce nouvel empire hybride, un agent chevronné de la GRC a longuement hésité avant de répondre. Et c'est peut-être là l'ironie ultime de cette histoire. La mafia et les motards n'ont pas seulement survécu à la guerre, ils l'ont gagnée en redéfinissant le sens même de la victoire. Ils ont cessé d'être des hors-la-loi. Ils sont devenus l'architecture même de la société.